Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode de F1 Podcast, votre balado de F1 en français. Je me présente, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et c'est moi qui vais avoir le privilège à chaque semaine de vous accompagner afin de partager ma passion pour le championnat du monde de la Formule 1. Une passion que j'ai depuis 1996, qui a débuté avec Jacques Villeneuve et qui a par la suite remporté son championnat du monde en 1997. Depuis ce temps-là, pour moi, c'est devenu une véritable religion et je ne manque pas une course et je cherche constamment à m'informer sur l'actualité de ce sport. Au cours des prochaines semaines, nous allons avoir la chance de discuter ensemble de différents sujets, d'exprimer des opinions et de se tenir informés sur les côtés techniques et les développements de chaque voiture. Et quand je dis discuter, et oui, cette plateforme va donner la place aux partisans. Le but, c'est de rassembler des mordus de Formule 1 qui soient de plusieurs années ou que ce soit tout nouveau pour vous, que vous venez juste de commencer à vous intéresser à ça. Ça va être une place que vous allez avoir à l'émission, vous allez pouvoir discuter, soit sur les plateformes, sur notre page Facebook, par courriel, vous allez pouvoir nous envoyer des messages qu'on va lire à l'émission. Si vous avez des opinions, n'importe quoi que vous voulez nous faire part, ou même si vous voulez participer à une émission, vous voulez venir en ligne, puis on peut se parler. Vous me dites, vous m'envoyez un petit message, vous me dites de quoi vous voulez parler, puis ça va me faire plaisir de vous recevoir. Cette plateforme-là est vraiment pour les mordus de Formule 1, n'importe qui, de tous âges et de n'importe quel niveau. Si vous avez écouté une saison de Drive to Survive jusqu'à maintenant, puis vous avez eu la piqûre, vous voulez en savoir plus, eh bien, c'est votre plateforme. Si vous avez 30 ans d'expérience, puis vous aimez ça, puis vous voulez en parler, vous êtes autant mordu, bien, c'est votre place aussi. Il va vraiment avoir de la place pour tout le monde, puis on va avoir beaucoup de plaisir avec ça. J'en suis persuadé. Aujourd'hui à l'émission, ce qu'on va traiter les sujets, on va parler de la pré-saison de Formule 1 qui s'est terminée. On va parler du tout premier Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu en fin de semaine. Et on va aussi parler de ce qui est à prévoir pour les prochaines semaines dans le monde de la Formule 1. Et sans plus tarder, nous commençons. Et oui, si le mois de février signifie souvent tempête de neige et froid pour les gens du Québec, eh bien, les amateurs de Formule 1, pour eux, ça marque le début de la pré-saison. La pré-saison commence toujours avec l'un des moments favoris des amateurs, qui est le dévoilement des voitures. Donc, au mois de janvier, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne des dates. Les différentes équipes annoncent leurs dates où les bolides vont être dévoilés durant tout le mois de février. Donc, on a eu le droit à des présentations assez intéressantes cette année quand on regarde Ferrari qui est allé d'une façon qui est peu orthodoxe chez les manufacturiers, c'est-à-dire de dévoiler la voiture devant des partisans et de faire fonctionner la voiture par elle-même. Donc, de faire des tours de piste avec Charles Leclerc et avec Carlos Sainz. Normalement, les écuries vont aller de façon un peu plus modeste. Ils voudront pas nécessairement partir la voiture devant des gens ou la faire fonctionner par peur d'avoir un bris mécanique et ça pourrait être catastrophique là, le résultat devant leurs partisans, devant la chaîne mondiale YouTube, tout le monde qui regarde ça à l'international et d'avoir une voiture qui ne démarre pas ou qui a un bris mécanique avant même que la saison soit commencée, ben c'est sûr que ça pourrait avoir des représailles assez négatives sur la marque et sur l'équipe et sans compter ben les partisans, ben ça pourrait partir sur un ton négatif. Donc normalement c'est assez rare qu'on va voir ça, mais on l'a vu cette saison et je peux vous dire que les grands gagnants de ça a été les amateurs de Formule 1 parce que c'était très plaisant à voir. Ça a été le meilleur lancement selon moi de toutes les écuries. Il y a eu McLaren qui nous a préparé un très beau lancement aussi avec une vidéo qui rappelait tous les moments historiques de cette grande histoire de l'équipe McLaren. Pour le reste, on a eu Red Bull qui nous a on nous a pas vraiment présenté la nouvelle voiture. Red Bull nous a habitués par le passé à simplement nous dévoiler le design de l'auto, donc le concept côté commanditaire, les couleurs, on peut les voir, mais tout ce qui est la nouvelle technologie, donc les nouvelles formes du bolide, ça, on se garde vraiment une gêne et on garde ça secret pour emmener ça à la première fin de semaine de test. Donc, la seule annonce qu'on a eue qui valait la peine de regarder ce lancement-là, c'est qu'en 2026, Ford va se joindre à Red Bull pour leur groupe motopropulseur. Donc, ça a été la grosse nouvelle, je dirais, dans les lancements en tant que tel. Pour le reste, que ça a été du pareil au même. On parle du fameux drap sur la voiture, on tire le drap et voici notre auto. Ça a été les dévoilements plus standards pour le reste des écuries. Ensuite, on s'est transporté au circuit de Bahreïn pour les périodes de test. Donc ça, c'était vraiment le moment où ce que les voitures pouvaient prendre la piste et aller voir si tout ce qu'on a testé pendant la saison morte, donc pendant l'hiver, tout ce que les tests qui ont été faits en soufflerie,
Maintenant, c'était le temps de transposer ça sur la piste et de voir si les éléments qu'on a ajoutés fonctionnent et si ça a vraiment apporté un progrès à notre performance. Donc, chaque bolide pouvait prendre la piste durant des séances du matin et de l'après-midi. Ça durait 3 jours, donc beaucoup de temps. On alternait les pilotes. Chaque pilote avait des séances pour aller faire des programmes qui sont préétablis par les écuries pour aller voir si ce qu'on a, les nouvelles pièces fonctionnent bien. Parce qu'il faut l'expliquer, qu'est-ce qui est fait en soufflerie durant l'hiver? Normalement, c'est fait en modèle réduit. Donc, on ne permet pas, la FIA ne permet pas de faire des tests de soufflerie. Quand on dit soufflerie, c'est vraiment des tunnels de vent. Donc, on vient tester l'aérodynamique du véhicule. On recrée sur des simulateurs des performances sur certains circuits. Donc, on est capable de voir qu'est-ce que ça va donner, essayer d'aller le plus proche possible de ce que ça peut donner en piste. Donc, c'est sûr que c'est jamais pareil. Donc, les périodes de test, les 3 jours de test sont vraiment là pour aller voir si ça fonctionne. Ce qu'on a réussi à voir, c'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile pour les partisans et même les plus spécialistes de la Formule 1. C'est toujours difficile de se faire une idée exacte sur où la performance des véhicules est rendue parce qu'il y a beaucoup de changements entre les tests que chaque écurie font. On peut avoir des écuries qui font des tests sur des gommes plus rapides, certains vont en faire sur des gommes plus lentes, des gommes plus dures. Il y en a qui vont essayer des nouveaux ailerons, il y en a qui vont essayer aussi de rouler en mode course, donc avec la voiture pleine de carburant, donc plus lourde. Donc, c'est vraiment dur de se faire une petite idée, mais il y a des petits trucs qu'on peut avoir pour aller le plus proche possible de la réalité. Un des tests qui est intéressant à vérifier, c'est le flow paint qu'on appelle. Donc, le flow paint, c'est une peinture qu'on applique sur la voiture, donc à l'avant du véhicule. Et ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les bolides en piste et puis à haute vitesse, bien sûr, l'écoulement de la peinture va se promener tout au long du véhicule et va venir tacher la voiture donc sur les côtés. Ensuite, quand on va revenir au puits, les équipes peuvent aller vérifier et là, on peut vraiment voir si l'écoulement de la peinture suit les conduits aérodynamiques qu'on a développés. Donc, sur la Red Bull, on a eu des très bon résultats. On a pu voir qu'ils ont utilisé une peinture vert fluo pour que ça ressorte bien sur leur bleu et on a pu voir que la peinture a vraiment suivi tout au long de l'auto, elle s'est rendue jusqu'à l'arrière, elle a vraiment bien suivi les pièces aérodynamiques. Ça, c'est exactement le type de résultat qu'on espère en faisant ce type de test-là. Pour Mercedes, ça a été tout le contraire. On a vu que l'écoulement de la peinture, c'est pas bien fait. On a vu que ça l'a resté coincé au devant. Donc ça, ce que ça nous signifie, c'est que on a du drag, donc une espèce de friction dans le vent parce que faut l'expliquer que qu'est-ce que la Formule 1 essaie de faire, c'est de percer le vent. On veut vraiment, quand on est en grande ligne droite, on veut être capable de percer le vent et d'avoir aucune restriction. On veut pas former une espèce de mur. On veut vraiment percer le vent et aller chercher le plus de vitesse possible. Et ensuite, en virage, ce qu'on veut, c'est que le vent vienne donner un appui aérodynamique à l'auto. Donc, on vient mettre un poids sur les côtés du bolide pour être capable d'aller chercher beaucoup de vitesse en virage, pas être obligé de freiner et de ralentir. Donc, quand on voit que la peinture est restée coincée à l'avant de la Mercedes, ben là, à ce moment-là, ça nous dit qu'on a du drag, on a une restriction en ligne droite, donc on fait un mur. Et quand on arrive en virage, ben on a une perte de cet air-là. Donc, l'air est seulement sur le devant du véhicule. Donc, l'arrière du véhicule, on n'a pas cet appui aérodynamique-là pour aller chercher beaucoup de vitesse en virage. La bonne nouvelle, par contre, qu'on a vue durant ces périodes de tests-là, c'est que les Mercedes n'avaient plus cette espèce de marsouinage qu'on appelle. Le marsouinage, c'est que c'est un peu comme un bateau sur les vagues. Donc, on monte et on descend, on monte et on descend. Quand le véhicule fait ça en piste, ben on perd beaucoup de vitesse, de un. Et deuxièmement, c'est très inconfortable pour le pilote et parfois même dangereux parce qu'on voit qu'ils se font vraiment brasser à l'intérieur. Là, on peut voir de haut en bas et c'est dur pour le dos, c'est dur pour la tête. Ça peut donner des symptômes de commotion même. Donc, on va essayer d'éviter ça au plus haut point. Donc, c'est pour ça que la FIA a mis des nouveaux règlements de forcer les écuries à être obligées de soulever la voiture un peu du sol pour être sûr d'essayer d'éliminer complètement l'effet de marsouinage. C'est sûr que le marsouinage avait pas mal disparu tout au long de la saison, mais Mercedes a eu des troubles. Constamment, ça revenait. Donc, ce qu'on essayait de faire, c'est qu'à certains Grands Prix,
la voiture est très imprévisible. Donc, à certains Grands Prix, on essayait de dire, on va monter la voiture plus haut que le sol, on va essayer de sauver le Max Winage. On réussissait à l'éliminer complètement, mais ce qui arrivait, c'est qu'on compromettait beaucoup de performance en faisant ça. Donc, une autre fin de semaine après, on disait, on va descendre la voiture et la rapprocher du sol. Et en la rapprochant du sol, ben là, le Max Winage revenait. Donc, on était constamment entre les deux à essayer de trouver le compromis pour aller chercher, bâtir de la performance et tout en restant sécuritaire et garder la voiture le plus confortable possible pour nos pilotes à l'intérieur. Donc, c'est le gros problème la saison dernière de Mercedes, avoir une voiture imprévisible. Imprévisible, c'est ce qu'on veut pas avoir parce que quand on arrive dans des week-ends de course, c'est vendredi, on a des séances de pratique et le but, c'est de trouver les bons réglages le plus rapidement possible pour bâtir en performance. Vraiment envoyer les pilotes en piste avec la voiture qui va se rapprocher le plus à ce qu'elle va avoir l'air en mode de qualification ou en mode de course pour que les pilotes peuvent commencer à construire une confiance et bâtir de la performance. Donc, pour le reste, durant les périodes de test, on a vu que Red Bull avait eu des progrès durant la saison morte. On a vu que la vitesse était toujours au rendez-vous et même beaucoup d'améliorations. On a réussi à aller rechercher les temps sur le même circuit de Bahreïn qui avait eu lieu en 2022 et même d'aller les améliorer un tout petit peu. On a vu Ferrari qui a pas mal resté, je dirais c'est le statu quo côté performance. On a eu un petit peu plus de performance, mais c'est surtout on a travaillé sur la fiabilité. On sait que la fiabilité avait été un problème en 2022, en plus des erreurs stratégiques et des erreurs de pilotage. Donc, on nous a promis dans les essais libres de période de test, pardonnez-moi, que les problèmes de fiabilité étaient derrière nous. Heureusement, on est arrivé, le Grand Prix a eu lieu et on peut dire que la fiabilité est encore un problème chez Ferrari. On va en venir un peu plus tard. Pour le reste, ma grande déception de cette période de test, ça a vraiment été McLaren. McLaren que je compte sur eux autres pour devenir possiblement une 4e écurie ou une 3e écurie qui pourrait se disputer des points avec Mercedes ou même avec Ferrari. Mais pour l'instant, on est forcé d'admettre que c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on a vu durant la période de test. On a même vu une perte de performance. On a eu Zach Brown, leur directeur d'écurie, qui est sorti pour dire qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés lors de la saison morte. Donc, une déception. On peut dire que c'est vraiment un exemple de ce qu'on expliquait un peu plus tôt. Ce qui s'est passé en soufflerie pendant les périodes pendant la saison morte. Donc, ce n'est pas transposé en mode course ou en mode qualification. Donc, à ce moment-là, c'est une déception pour eux autres. On va voir au courant de l'année s'ils sont capables d'aller rattraper ce petit gap-là qui sont créés. Pour le reste, on a eu Aston Martin durant la période de test qui était nettement l'écurie la plus améliorée. On sait que la saison dernière a été une saison difficile pour eux autres. Donc, on a vu que c'était une écurie nettement améliorée. Et fait à noter sur l'amélioration de Aston Martin, c'est donc l'arrivée de l'ingénieur aérodynamique Dan Fellows qui était préalablement avec Red Bull de 2006 à aller jusqu'à la fin de la saison 2021. C'était lui qui était en charge de tout le développement aérodynamique chez Red Bull. Donc, c'est pas pour rien qu'on peut voir que la Aston Martin a fait des très grands progrès en côté aérodynamique et c'est sûr qu'on l'appelle la Red Bull verte parce que la signature de Dan Fellows a été mise sur cette voiture. On peut la voir, elle ressemble beaucoup à ce que la Red Bull peut ressembler. Donc, on a gagné des gros gains avec ça. Ça a été une très grande acquisition pour l'écurie Aston Martin, qu'on sait que l'écurie Aston Martin est dirigée par le père de Lance Stroll, c'est-à-dire Lawrence Stroll, et lui, il ne recule pas devant les dépenses. Il est allé chercher le meilleur en aérodynamique pour le développement de son véhicule, et il a aussi investi plusieurs centaines de millions de dollars dans la création d'un nouveau tunnel pour la soufflerie. Donc, tout ça mis ensemble, on peut voir que Aston Martin est vraiment sur une mission pour aller chercher des points et aller chercher les grands honneurs dans les prochaines années. Est-ce qu'ils vont réussir à accomplir ce qu'ils veulent? On ne sait pas. On sait qu'en Formule 1, la compétition est féroce, mais pour l'instant, on peut dire qu'ils sont bien partis pour avoir une amélioration et construire une équipe pour le futur. Donc, pour les périodes de test, c'est ce qu'on a eu la chance de voir. Maintenant, passons au Grand Prix de Bahreïn.
Donc, la première étape qui avait lieu lors du dernier week-end a commencé, bien entendu, le vendredi matin avec la première séance de pratique, ainsi que la deuxième séance de pratique le vendredi après-midi. Donc, lors de ces deux séances de pratique-là, on a pu voir ce qu'on avait vu lors des périodes de test. La Aston Martin a bel et bien fait des gains importants durant l'été. On a vu que Red Bull était toujours dominant et certainement un des personnages principaux pour remporter le championnat cette saison. On a vu Ferrari qui semble avoir maintenu sa puissance sans avoir tout fait nécessairement des plus gros gains. On a vu Mercedes qui a réussi à jongler un peu avec la performance de leur véhicule pour conserver leur place en milieu de peloton. Donc, après ces deux pratiques-là, on est passé à la pratique du samedi matin. C'est encore Fernando Alonso qui a été rapide, Max Verstappen, les Red Bull, les Mercedes ont fait un peu mieux. Donc, on a vu un peu qu'est-ce qui se tramait pour la séance de qualification qui a eu lieu samedi matin à l'heure de chez nous, mais samedi en après-midi à l'heure du circuit de Bahreïn. Donc, dans l'après-midi, ce qu'on a pu voir, c'est que dans la période de qualification, on a vu Max Verstappen qui a signé la pole position devant son coéquipier Sergio Perez, suivi des deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Ensuite, Fernando Alonso qui a réussi à venir placer sa Aston Martin, sa Red Bull verte, devant les deux Mercedes, dont celle de George Russell et celle de Lewis Hamilton. Et aussi important de signaler que Lance Stroll faisait ses débuts lors du week-end avec au volant de sa Aston Martin. Il faisait les débuts après avoir subi un accident de vélo. Il s'est endommagé un poignet gravement. Il s'est cassé même un poignet. Il a été obligé d'avoir une chirurgie. Il avait mal à l'autre poignet aussi. Ensuite, il y avait un orteil de cassé, mais il a réussi. Ça ne l'a pas empêché de monter dans la voiture et de nous donner une bonne performance malgré ce qui lui était arrivé lors des dernières semaines. Ça a même été poussé son nouveau coéquipier Fernando Alonso à dire qu'il était son héros et faut souligner ça. On sait qu'on est sévère parfois avec Lance Stroll, mais c'était quand même une preuve de courage et de persévérance de réussir à faire une fin de semaine complète à toute vitesse dans une Formule 1 parce que des fois on sous-estime un peu qu'on pense que c'est juste conduire une voiture, mais c'est très très demandant physiquement. Donc quand que t'es pas à 100%, t'es obligé, t'as un orteil cassé, puis avec des problèmes de poignet, on sait que ça demande beaucoup de force dans les bras avec tes mains pour réussir à tourner le volant. Donc, d'être capable de faire une course et de faire compléter les 57 tours qu'il y avait en fin de semaine, en plus des qualifications et des périodes de pratique du vendredi. Donc, chapeau à Lance Stroll d'avoir fait ça, une très belle performance. Et il s'en est suivi du Grand Prix dimanche, le Grand Prix tant attendu. On lançait la saison de Formule 1. Fini les statistiques, les théories, les opinions. On se lançait dans le vrai show. C'était le temps de débuter le spectacle et on en a eu tout un. On a eu le Fernando Show. Et oui, c'est Fernando Alonso qui a donné le spectacle en fin de semaine. Dès le départ, il y a eu un petit problème. On a eu Lance Stroll qui est allé l'accrocher au départ, donc ça lui a coûté des places, mais il a réussi à remonter tout au long de la course. Il était dominant à chaque tour. Il a réussi à remonter, à aller chercher une position sur George Russell, à aller chercher une position avec une belle bagarre avec le 7 fois champion du monde Lewis Hamilton. Après ça, il est allé chercher son compatriote espagnol Carlos Sainz pour aller chercher une troisième place parce que malheureusement, et oui, je dis malheureusement pour les fans de Ferrari, c'est Charles Leclerc qui a été obligé de poser son véhicule sur le côté de la route. Les problèmes de fiabilité de la Ferrari sont revenus les hanter. On a eu des problèmes encore avec le groupe électrique. On sait que les voitures en Formule 1 depuis plusieurs années sont des voitures hybrides. Donc, c'est là qu'on a vu que le problème du côté électrique hybride de la voiture n'était pas amélioré. On a eu des problèmes, le bris mécanique. Charles Leclerc a été forcé à l'abandon. C'est sûr que c'est jamais ce qu'on veut voir. C'est pas le scénario que les équipes veulent voir, d'avoir une voiture qui accumule 0 points lors du premier Grand Prix de la saison. Mais pour les fans de Ferrari, rassurez-vous, on se rappellera que l'an dernier, les deux Red Bull avaient été forcés à l'abandon lors du Grand Prix de Bahreïn, mais ils ont quand même réussi à remporter le championnat des constructeurs ainsi que le championnat des pilotes avec leur pilote Max Verstappen.
parlant du Néerlandais Max Verstappen, c'est lui qui a remporté la première épreuve de la saison avec une différence d'au moins 12 secondes sur son coéquipier Sergio Perez. Ça, c'est phénoménal quand même. Quand on pense on sait qu'au cours de la saison, il y a des améliorations qui vont être portées au véhicule. Souvent, en portant les améliorations au véhicule, on va favoriser le pilote numéro 1 versus le pilote numéro 2. Mais en commençant la saison, on peut dire que les voitures c'est probablement la course où les véhicules vont être le plus semblables. Donc, de réussir à pousser la voiture et de finir 12 secondes en avant de ton coéquipier, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'était tout un accomplissement de la part de Max Verstappen. Il n'a jamais été embêté, jamais été en danger, malgré un petit problème avec la synchronisation de ses vitesses. On sait qu'à un moment donné, il y avait le problème avec l'engrenage, la synchronisation de l'engrenage. Donc, son ingénieur de piste lui demandait de ralentir, de compromettre la vitesse, d'attendre un peu pour être sûr de ne pas mettre en péril ce résultat. Et on sait qu'il a même dû lever le ton après Max Verstappen, parce que Max Verstappen, s'il y a une chose qui est dure à faire, c'est lui demander de ralentir. Donc, l'ingénieur a été obligé de lever le ton à un certain moment dans la course pour lui dire, là, tu m'écoutes pas, faut que tu ralentisses, sinon on va avoir des troubles. Donc, on a réussi à ralentir un petit peu la cadence malgré qu'on a fini 12 secondes à l'avant du peloton. La déception du week-end, eh bien, ça a été la même chose que pendant les tests. Pour moi, ça a été les McLaren. J'espérais en avoir beaucoup plus de la part des McLaren. On sait que Oscar Piastri faisait ses débuts avec l'écurie en remplacement de Daniel Ricciardo, qui a été remplacé justement par Oscar Piastri à cause de ses performances qui étaient plus ou moins au rendez-vous dans les dernières saisons. Donc, Oscar Piastri, qui faisait ses débuts, a été le premier à forcer l'abandon de son véhicule. Il a été obligé de mettre fin à sa course. Et par la suite, on a eu Lando Norris qui a été obligé de faire des arrêts au puits constamment pour remplir une réserve d'air qui se vidait sur sa McLaren. Donc, une fin de semaine à oublier pour l'équipe Papaya Orange. Et pour le reste, on a eu Williams que j'ai trouvé qu'ils ont fait des gains. J'ai trouvé qu'Alex Albon a fait une très bonne course. C'était les débuts aussi en Formule 1 de la recrue Logan Sargent qui remplaçait Nicolas Latifi. J'ai trouvé que Logan Sargent a été très bon. Il a eu l'air d'un vétéran déjà et il était en confiance derrière le volant. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de gestes inutiles, il n'a pas forcé les choses. Autrement dit, j'ai trouvé que Logan Sargent a fait un très bon début en Formule 1. Il y a aussi eu le retour de Nico Hülkenberg qui fait ses débuts chez Haas en remplacement de Mick Schumacher. Mick Schumacher qui est maintenant rendu pilote d'essai chez Mercedes. Donc, il a perdu son volant chez Haas. Il a été remplacé par un gars d'expérience qui est Nico Hülkenberg. J'ai trouvé que Nico Hülkenberg a bien fait lors du week-end. On dirait qu'on n'aurait pas dit que ça faisait plusieurs saisons qu'il n'était plus en Formule 1. Il a vraiment repris où ce qu'il avait laissé et il a montré que son expérience va aider grandement Haas dans la prochaine saison en ayant deux pilotes d'expérience en Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Ça n'a pas été un grand week-end pour l'écurie américaine Haas, mais quand même, on peut tirer un peu de positif par la performance de Nico Hülkenberg, contrairement à ce que Mick Schumacher nous avait habitué l'an dernier avec plusieurs accidents et qui entraînaient beaucoup des sommes vraiment, vraiment élevées après chaque Grand Prix à toutes les fois qu'il y avait des accidents. Et pour le reste, on a aussi eu les débuts de Nick De Vries. Nick De Vries qui avait déjà fait une course l'an dernier avec Williams en remplacement. On se rappelle que Alex Albon avait eu une chirurgie et n'avait pas pu compétitionner lors du Grand Prix. Et si je me rappelle bien, je pense que c'était le Grand Prix de Monza. En tout cas, c'était un Grand Prix en Italie, mais il me semble que c'était Monza, que Nick De Vries était venu en remplacement. Il avait très, très bien fait. Il avait même fini dans les points. Donc, de voir Nick De Vries prendre le volant cette saison et débuter avec l'écurie AlphaTauri en remplacement de Pierre Gasly. On se rappellera aussi, un fait à noter, c'est que Nick De Vries est une recrue, mais il est une recrue assez âgée. Alors, on peut dire âgée, il a 27 ans, donc c'est pas un jeune comme les autres qui ont commencé en Formule 1. Et c'est aussi un gars qui a du bagage. On sait qu'il a gagné, il a été champion de Formule 2 et champion de Formule électrique. Donc, il arrive déjà avec un certain bagage. Sauf que je m'attends à le voir performer cette saison et être capable d'aller chercher des points ou du moins être capable de livrer des bonnes bagarres car il a cette expérience-là, cette maturité-là avec lui. Ça a été aussi les débuts, comme j'ai dit, de Pierre Gasly, qui n'est plus chez AlphaTauri, qui faisait ses débuts avec l'écurie française aux côtés de son compatriote français Esteban Ocon. Ça a été un bon week-end pour lui. Ça s'est mal commencé pour Pierre Gasly, mais il a réussi à se reprendre en course et aller chercher des points. Parlant de fin de semaine qui ont mal été, il y a Esteban Ocon.
Esteban Ocon qui a eu des bonnes qualifications, mais durant la course, il a fait ce qu'on peut appeler, on sait que pour les amateurs de hockey, on connaît que le tour du chapeau à la Gordie Howe, ben là, maintenant, on a le tour du chapeau à la Esteban Ocon, qui veut dire 3 pénalités pour 3 raisons complètement différentes. Donc, une première pénalité pour ne pas avoir respecté sur la grille de départ. Il n'a pas positionné sa voiture au bon endroit, donc il n'était pas assez reculé dans sa ligne de départ. Donc, on lui a donné une pénalité de 5 secondes. Lorsqu'il est venu servir cette pénalité de 5 secondes-là, un de ses mécaniciens, on sait qu'on n'a pas le droit de toucher au véhicule dans ce temps-là. Donc, on demande au véhicule d'aller au puits et le pilote n'a pas le droit, ainsi que les mécanos n'ont pas le droit de rien faire pendant ces 5 secondes-là. Il faut attendre la pénalité avant de faire quoi que ce soit sur la voiture. On a vu un mécanicien commencer à défaire l'aileron avant, donc la FIA a demandé à Esteban Ocon de retourner servir une pénalité à cause qu'elle n'avait pas été bien respectée. Lorsqu'il est retourné pour servir la pénalité, ben, il a fait de la vitesse dans la ligne de puits. Donc ça, encore là, c'est interdit. On a une vitesse maximum à respecter dans les puits pour la sécurité des mécaniciens, bien entendu. Et ils l'ont pas respecté. Donc, on a demandé à Esteban Ocon de retourner une 3e fois pour servir une pénalité. Et cette fois-ci, on lui a donné une pénalité de 15 secondes. Donc, c'est sûr que ça l'a gravement compromis ses résultats pour cette course-là. Donc, une fin de semaine à oublier pour Esteban Ocon, en espérant qu'il va pouvoir faire mieux lors de la prochaine course. Pour ce qui est du Canadien Lance Stroll, il a réussi à venir séparer les 2 Mercedes au fil d'arrivée, donc tout juste derrière Lewis Hamilton qui a fini 5e et tout juste avant George Russell qui a terminé 7e. Donc malgré le petit accrochage au départ, Lance Stroll a su récupérer de ça et venir chercher des points pour son écurie. Donc, pour le Grand Prix de Bahreïn, c'est ce qui complète pas mal le résumé que je peux vous donner. Le Fernando Show, Max Verstappen et sa domination, les Mercedes qui cherchent toujours à trouver les bons réglages pour faire fonctionner cette voiture, parce qu'on a pu voir à la fin Toto Wolff que je n'ai jamais vu aussi déprimé après une course. On a vu vraiment découragé de où ce que Mercedes s'en va, parce que ce qui est important de savoir, c'est que maintenant, avec les plafonds salariales en Formule 1, on peut plus juste envoyer le projet à la poubelle et recommencer à zéro, dépenser 40 à 80 millions de plus que tout le monde. Ce n'est plus possible. Donc, si on décide d'aller avec un plan B et de créer une nouvelle voiture chez Mercedes, ben ça va venir compromettre le plafond salarial, donc ce qui pourrait engendrer des pénalités. Donc, on ne veut pas ça. On cherche vraiment à trouver une solution tout en respectant le plafond, ce qui n'est pas évident. Mais faut garder une chose en perspective, c'est que Mercedes a pas gagné 8 championnats du monde en étant pas bon. Donc, on a de la créativité, on a du bon personnel. Donc, faut voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec ça. Est-ce qu'on veut s'abaisser à copier le projet de la Red Bull? Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on a 3 technologies vraiment différentes en Formule 1 présentement. On a la Red Bull qui a des formes très aérodynamiques, très découpées sur les côtés, avec beaucoup de formes en tant que telles. On a la Ferrari qui va chercher son aérodynamique d'une autre façon. Elle aussi, elle est découpée, mais elle est beaucoup plus, je vous dirais, beaucoup plus droite sur les côtés, et on va chercher son aérodynamique d'une autre façon. Pour ce qui est de la Mercedes, elle est vraiment construite comme une aiguille. Donc, on essaie vraiment de percer le vent et de limiter la friction, même si on a déjà parlé que dans les tests, c'est pas ça qu'on voyait, c'était pas concluant. Mais on essaie de faire une voiture qui est très mince. Donc, on a éliminé les pontons sur les côtés de la voiture. C'est très aminci, vraiment comme une forme d'aiguille, ou on peut dire même comme une flèche, les flèches d'argent. Donc, on a vraiment construit, c'est notre perception et notre conception du véhicule avec les nouvelles réglementations. On est allé vers ça et pour l'instant, on est forcé d'admettre que ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on va chercher à aller chercher le meilleur de la Red Bull et le meilleur de la Ferrari pour faire une technologie entre les deux? Est-ce qu'on va continuer de vouloir développer sur cette voiture-là parce qu'on sait qu'on a déjà des améliorations qui sont à l'usine en développement pour les apporter sur le véhicule, mais Toto Wolff nous disait en entrevue après le Grand Prix qu'il n'est pas certain qu'avec ces améliorations-là, on va être capable de réduire l'écart avec les écuries qui sont en avant du peloton présentement. Donc, c'est inquiétant d'une certaine façon. C'est un jeu, un casse-tête véritablement de trouver comment on va réussir à faire fonctionner cette voiture-là, parce qu'on sait que la Aston Martin, en ayant copié Red Bull,
On a aussi, chez Aston Martin, par exemple, la motorisation, la transmission, c'est une transmission Mercedes et un moteur Mercedes. Donc, faut pas tout jeter à la poubelle chez Mercedes. On a des choses qui fonctionnent. On sait, en voyant la Red Bull verte, la Aston Martin performer, on le sait que nos composantes de manufacturiers, donc nos composantes mécaniques fonctionnent bien. Donc, on est capable d'aller chercher de la puissance. Donc, on sait que c'est vraiment là, au point de vue châssis, au point de vue aérodynamique que le problème se trouve. Donc, et la fiabilité, elle est au rendez-vous. Ça a été la voiture la plus fiable lors de la dernière saison et des dernières saisons de Formule 1. Donc, ce côté-là, c'est pas un problème. On peut vraiment, si on est capable de mettre l'aérodynamique, ces problèmes-là de côté et de trouver un châssis qui fonctionne, on va redevenir performant et on va redevenir compétitif pour aller pour les grands honneurs. La seule chose, c'est que est-ce qu'il va être trop tard quand on va réussir à mettre le doigt sur le problème et trouver la solution? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Donc, le prochain Grand Prix, ça va être le Grand Prix d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce qui va être intéressant à suivre, c'est que comme on sait, les tests ont été faits, les tests pré-saison ont été faits à Bahreïn sur le même Grand Prix que la première étape. Ça ne sera pas le cas en Arabie Saoudite. On n'aura pas 2 week-ends pour trouver les bons réglages pour la voiture. Ça va être seulement les séances du vendredi. Donc, il va falloir que les écuries soient très, très rapides à trouver les bons réglages et à pouvoir être compétitifs et développer en performance lors du week-end. Donc, ça va être à suivre de voir pour chaque écurie. Ça va être pareil pour tout le monde. De voir, est-ce qu'on connaît nos véhicules? Est-ce qu'on est capable de trouver les bons réglages rapidement? Ou on a encore des improbabilités qu'on n'est pas capable de contrôler? Donc, pour chaque écurie, ça va être la même chose. De trouver les bons réglages plus rapidement, de connaître notre voiture et de pouvoir développer en performance pour que nos pilotes puissent commencer à gagner en confiance et être prêts pour la qualification et pour la course. Donc, ça va être à suivre. Pour aujourd'hui, ça met fin à notre émission. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux sur F1 Podcast, donc F1 PASDCASQUE. Et sur notre adresse courriel, vous pouvez nous envoyer un courriel à F1 Podcast, tout collé, qui s'écrit de la même façon, @gmail.com. Donc, suivez notre chaîne pour les balados et suivez nos réseaux sociaux Facebook. Si vous avez des commentaires, si vous voulez apporter des opinions à l'émission ou discuter avec nous, ne vous gênez pas, on est là pour ça. On a bien hâte de vous entendre. Merci et bonne journée.